Jean Messia nous a rejoint entre-temps. Bonjour, membre du Bureau national du Rassemblement national. Vous êtes délégué national aux études et argumentaires. J'aimerais avoir votre sentiment sur les deux interventions d'Éric Dupond-Moretti. Ce matin, c'était un peu le baptême du feu. Là, il a été peut-être un peu plus précis dans ses réponses cet après-midi. Vous attendez quelque chose quand même de ce ministre dont on sait que vous n'êtes pas forcément, vous épousez pas forcément les idées, loin de là. Et d'ailleurs, la réciproque est vraie. Je pense que la nomination au poste de garde des Sceaux d'Éric Dupond-Moretti est une des provocations dont Emmanuel Macron a le secret. On sait d'abord que c'est un avocat pénaliste, hein, faut bien insister sur le terme de pénaliste. Donc c'est son objectif dans sa vie, ça a été d'obtenir évidemment, comme tout avocat pénaliste, l'élargissement, la libération du maximum de personnes présumées coupables. D'accord, donc évidemment, c'est un peu contradictoire de nommer à la justice, qui est censée précisément garantir le droit des victimes, de nommer un avocat pénaliste. Bon, on va retourner, je suis obligée de vous couper. On me demande de retourner au Sénat pour écouter une autre question. Bienvenue dans cet hémicycle. Au Sénat, nous avons toujours été très attentifs au sort des prisonniers, notamment détenus pour cause de terrorisme, mais aussi des détenus radicalisés. Si nos décomptes sont exacts, plus de 150 d'entre eux sortiront de détention en 2022, auxquels s'ajoutent les 300 qui sont sortis jusqu'à maintenant. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir prêté allégeance à l'État islamique, cette organisation qui revendique l'application par ses membres de la taqiyya, c'est-à-dire de l'art de la dissimulation et de la fausse repentance. Statistiquement, un certain nombre d'entre eux, tout juste sortis de prison, auront la détermination, à nouveau, de frapper notre pays et nos concitoyens. Monsieur le ministre, Madame Belloubet a toujours apporté sur ces questions des réponses rassurantes sur le suivi et la sortie des détenus radicalisés. Des propos qui, malheureusement, sont restés un peu flous et surtout qui ont manqué de moyens. Alors, j'ai bien entendu que Monsieur le Premier ministre a annoncé des moyens pour la justice ce matin, mais il va falloir faire avec ces moyens et vous avez vu le nombre de questions qui vous sont posées sur l'organisation de la justice. Donc, avec la détermination qui vous caractérise, quelles mesures comptez-vous prendre, Monsieur le ministre, pour faire face à cette situation, notamment pour le suivi des détenus radicalisés, à la fois en prison et surtout au moment de leur sortie? Monsieur le garde des Sceaux, pour répondre à Madame Goulet, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, dans quelques jours, vous le savez sans doute, j'aurai l'honneur de revenir devant vous dans une expression qui sera, je l'espère, un peu plus longue, pour vous faire connaître la position du gouvernement sur la proposition de loi relative aux mesures de sûreté des sortants de prison radicalisés. Mon ministère, c'est le ministère de la liberté et des libertés, mais je suis évidemment préoccupé, bien sûr, par la sécurité des Français. Nous examinerons ce texte, je vous dirai ce que j'en pense. L'équilibre entre la liberté et la sûreté est parfois un équilibre précaire, difficile à trouver, surtout et particulièrement dans une grande démocratie. Ce qui distingue la barbarie de la civilisation, c'est la règle de droit et c'est son application. Sur les chiffres, je veux y revenir un tout petit instant. Voilà ceux qui m'ont été communiqués. 508 détenus prévenus ou condamnés pour terrorisme, 550 de droit commun suivis au titre de la radicalisation, 74 d'entre eux ont bénéficié des récentes mesures de libération anticipée. Il leur restait 2 mois de prison, un peu moins de 2 mois de prison à faire. Ces mesures post-pénales sont au cœur de mes préoccupations. J'aurai évidemment, là encore, besoin de vous et nous aurons une concertation, une discussion dans la contradiction et l'écoute mutuelle et réciproque. Mais sachez que mon ministère est très proche de toutes ces questions-là, bien sûr. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Ministre, écoutez, je vous remercie de votre réponse. C'est vrai que dans quelques jours, nous aurons ce texte, mais voyez-vous, si ce texte a été déposé, c'est parce que précisément, il y avait des trous dans le dispositif depuis que les gens sortent et ne sont pas suivis. 12 ans
sans jamais d'application du mécanisme de rétention de sûreté et de surveillance de sécurité, le suivi socio-judiciaire à peine appliqué. Donc nous avons besoin évidemment de ces mesures fortes. Nous avons aussi besoin de mesures fortes dans les prisons. Et je vais utiliser les 3 secondes qui me restent pour vous inviter, Monsieur le Ministre, à venir visiter la prison de Condé-sur-Sarthe à Alençon, qui est la prison de mon département. Et vous verrez le personnel pénitentiaire qui est en charge des détenus les plus dangereux. Je crois qu'ils seront contents de vous entendre. Merci. La parole est à notre collègue. Voilà une question qui évidemment est dans l'actualité de cette sénatrice de l'Orne à propos de ce besoin de mesures fortes, notamment en ce qui concerne le suivi socio-judiciaire des ex-détenus radicalisés. C'est vrai que, comme elle le dit, il semble pour nombre de sénateurs, Esther Benbassa, qu'il y ait des trous dans la raquette concernant le suivi, le texte sur le suivi de ces détenus radicalisés. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sortent ? Comment assure-t-on justement cet adage compliqué auquel faisait référence Éric Dupond-Moretti entre liberté et nécessité de sûreté? Il faut trouver l'équilibre. Oui, j'avais fait un rapport avec Madame Catherine Trundlé, LR, sur la déradicalisation et on s'était beaucoup intéressé à cette question. Nous avions visité des centres de rétention, des prisons. On était allé voir un peu ce qui se passait et on voit qu'il y a eu beaucoup de cafouillage déjà sur place, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on prend la question? Comment est-ce qu'on déradicalise ces personnes qui sont dans les prisons? D'abord, on a voulu les regrouper. Ensuite, on a changé de système. Enfin, je crois qu'il n'y a pas une ligne vraiment qui soit stable et qui puisse, disons, être efficace. Et à la sortie, oui, à la sortie, il faut suivre à l'intérieur, puis à la sortie. On ne peut pas, comme ça, laisser ces personnes qui se radicalisent aussi en prison, parce que le fait d'être ensemble aussi... Ça veut dire quoi? Ça veut dire une surveillance accrue? Parce que la ligne avec la liberté individuelle, elle est quand même ténue. Oui, elle est ténue, mais il y avait eu quand même des sortes de réflexions, de formation, de réinsertion, des efforts de réinsertion. Il y avait même eu des sortes de stages où on leur faisait des cours sur différentes questions, etc. Tout ça n'a pas toujours été harmonieusement mené, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se pose encore la question, et il faut se la poser toujours, mais il ne faut pas se la poser seulement sous forme, n'est-ce pas, de répression, parce qu'à la sortie, il faut trouver des solutions pour que ces personnes s'éloignent de ces milieux et qu'ils ne commettent pas des crimes terroristes. Écoutez, il y a l'exemple du Danemark. Nous, on a été au Danemark avec Madame Catherine Trundlé. On a vu comment on réinsère ces personnes en les suivant, en leur trouvant un travail, en leur trouvant un appartement, en les suivant avec des psychologues. Enfin, il y a tout un système qui est mis en marche. Chez nous, il y a plusieurs expériences et on n'arrive jamais à aller jusqu'au bout pour pouvoir obtenir des bons résultats. Ça, c'est votre avis. Ce ne sera pas celui de Jean Messia, bien évidemment. Deux questions, donc les mêmes, peu ou prou. En prison, est-ce qu'il y a des moyens d'agir sur cette radicalisation qui est en marche, qui s'opère? Et à la sortie, comment on fait pour les mettre hors d'état de nuire sans que ça entrave leur liberté individuelle? Je pense que vous avez pu voir à quel point le nouveau garde des Sceaux était un peu gêné par la question, parce que la question de la sénatrice était extrêmement précise. Et qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux à dire que de dire que le ministère de la Justice sera au cœur de ses préoccupations? Donc autant dire qu'il n'a rien dit. Un peu plat. Voilà, autant dire qu'il n'a rien dit, et pour cause, puisque lui se vantait de défendre le frère d'Abdelkader Mera avec fierté. Le défendre, c'est très bien, mais avec fierté, c'est quand même très polémique. La notion de déradicalisation, si vous voulez, c'est une vaste blague. On ne déradicalise pas quelqu'un comme, par exemple, on le seuvre de la drogue ou de l'alcoolisme, parce que cette personne-là est mue par un projet religieux, une verticalité extrémiste
qu'il n'est pas possible de remettre en cause, même si sur certains ça a l'air parfois de prendre. On arrive à déradicaliser des gens. Je vous ai laissé parler, madame. On arrive à déradicaliser personne en réalité, parce que ces gens-là sont dans une forme de taquilla, c'est-à-dire qu'ils font semblant de s'être délestés de toute forme de radicalité, et en réalité, ils continuent à la porter en eux. Aujourd'hui, la prison ne permet pas de traiter ces cas pour une raison simple, parce qu'on n'a pas de prison de haute sécurité que le Rassemblement national réclame depuis longtemps. Ces radicalisés ne doivent pas sortir de prison, parce qu'encore une fois, ce sont des bombes à retardement pour la société. Quant au stage de déradicalisation qu'on nous a présenté comme la panacée, où on fait caresser à des individus qui ont décapité des gens parfois dans les zones irako-syriennes, on leur fait caresser des hamsters, excusez-moi, mais ça relève d'une vaste fumisterie, d'une société qui refuse de considérer qu'elle peut avoir des ennemis. Donc, les radicaux sont des ennemis de la France et il faut les traiter comme tels. Alors, si je vous suis, tous les radicalisés, on les laisse en... Non, il ne dit pas ça quand même, mais on les laisse en prison et ils ne sortent pas. C'est ça, ad vitam aeternam. Les radicalisés, effectivement, les radicalisés qui présentent une menace pour la sécurité nationale, vous savez, le garde des Sceaux et l'État, ils ne sont pas là pour veiller à la sécurité des radicalisés. Ils sont là pour veiller à la sécurité des Français. Et si la sécurité de la France et des Français passe effectivement par des mesures exorbitantes sur un public qui est exorbitant, parce que les radicalisés ne sont pas des prisonniers de droit commun, ce ne sont pas des criminels de droit commun. Ceux qui se rendent coupables d'actions terroristes, par exemple, ne sont pas des criminels de droit commun. Il faut leur appliquer le droit de la guerre, parce que si on est en guerre contre le terrorisme, comme ne cesse de le répéter le gouvernement depuis 5 ans, eh bien il faut appliquer les règles qui vont de pair avec cette guerre. Réponse d'Esther Benbassa. Quand il dit qu'il faut les garder en prison, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord ? Mais enfin, ça ne sert à rien de les garder en prison et d'accroître la radicalisation, parce qu'ensemble... Non, mais attendez, vous demandez qu'on les laisse, qu'on les garde en prison. Quelle prison ? Les garder en prison, ce n'est pas la seule solution. Il faut les garder en prison lorsqu'ils ont commis des actes de terrorisme, c'est certain, mais il faut, à l'intérieur de la prison, trouver des moyens de déradicalisation. Dire que les gens ne peuvent pas être... Ça veut rien dire, ça. Vous ne connaissez pas la nature de la radicalisation, madame. Moi, je viens d'un pays où je sais ce que c'est l'extrémisme islamiste. C'est pas ça, c'est que vos deux points de vue sont irréconciliables à partir du moment où vous estimez que c'est pas possible de déradicaliser. Moi, j'ai confiance dans... oui, parce que c'est pas des drogués, les mecs. Moi, je suis une intellectuelle aussi. Je suis spécialiste des religions, excusez-moi, monsieur. Vous devez le savoir, on peut déradicaliser les êtres humains. Il faut se donner les moyens et pas faire des petites choses qui n'aboutissent pas, des associations qui n'arrivent pas à faire du bon travail. Enfin, en prison, la déradicalisation est un échec. Et aujourd'hui, il faut reprendre les choses pour qu'il y ait un vrai programme de déradicalisation des gens en prison. Et ensuite, je résume, un suivi à l'extérieur. Si l'être humain ne pouvait pas changer, c'est tout l'espoir des Lumières qui s'éteint. À savoir que l'être humain, s'il est mauvais, il va rester mauvais. Mais vous savez, madame, la dénazification au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça a consisté à débarrasser des institutions des nazis. Mais les nazis eux-mêmes n'ont jamais été dénazifiés. Ils se sont enfuis en Amérique latine. Certains et d'autres ont été condamnés à mort et exécutés ou emprisonnés à vie. Donc on est exactement dans le même cas de figure avec les radicaux islamistes. Revenons à nos radicalisés, là. Sur l'islamisme et les prisons. Effectivement, là où je partage votre avis, c'est que la prison, aujourd'hui, ne permet pas de déradicaliser. Parce qu'effectivement, nous avons une politique carcérale qui est particulièrement laxiste, pas seulement pour les déradicaliser d'ailleurs, mais pour tout le monde. Aujourd'hui, à moins de tuer un gardien en prison, vous êtes libéré, laissez-moi finir. À moins de tuer un gardien de prison, vous êtes systématiquement libéré avant d'avoir fait la moitié de votre peine. Là, c'est du commentaire, mais vous ne faites pas une suggestion. Ma question, elle va être précise, et ce sera vraiment le dernier mot parce qu'on doit rendre l'antenne. Sachant que c'est le prosélytisme religieux en prison qui permet aussi la radicalisation. Comment on fait pour éviter ça? On les sépare. Le problème, c'est que la prison...
faut pas les regrouper. Aujourd'hui, la prison, c'est la porte ouverte à des tas de choses qui viennent de l'extérieur. Alors, C'est pas une vraie en prison. Depuis les règlements de l'Union européenne des années 2007, 2008, 2009, aujourd'hui, la prison est quand même très laxiste. Notre politique carcérale est très laxiste. On peut les garder en prison. Jamais visité une prison. On peut les garder, Esther Benbassa, on peut les garder en prison et les séparer, c'est-à-dire les éloigner les uns des autres. Il faut mais pas ça les regrouper. Ça a été une très mauvaise idée. D'ailleurs, elle n'est plus appliquée depuis quelques années. Et ça suffit pas, visiblement. On a vite vu ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, il faut faire de l'individuel à l'intérieur de la prison pour les personnes qui ont commis des crimes ou qui ont eu des projets de crimes terroristes. On peut faire avancer cette question si on se donne les moyens. On l'entend, à vous. Il est quand même extraordinaire de dire que la prison ne constitue pas une solution pour la radicalisation et d'affirmer dans la même phrase que du coup, eh bien, il serait mieux dehors. Si même la prison n'est pas une solution pour la radicalisation, je vois mal comment une société libre peut être une solution pour la radicalisation. C'est dommage. C'est tout le temps qui nous restait. Je suis désolée, on aurait pu parler, c'est dommage parce qu'il y a les radicalisés, mais on aurait pu parler aussi de ces prisonniers de droit commun dont on disait tout à l'heure qu'il fallait assurer leur réinsertion. Et y compris par peut-être un métier ou l'apprentissage d'un métier, sauf que évidemment les conditions sanitaires et économiques qui nous attendent risquent de compliquer encore plus la tâche. Au logement, au travail. Il y a beaucoup de thématiques. Je suis sûre que vous reviendrez en parler sur ce plateau dans un instant. C'est Laurence Ferrari que vous retrouverez pour le début de Punchline. Je vous dis à demain pour un nouvel